certains risques. Et le risk management, donc, veut dire identifier le plus possible et essayer de le traiter. Et donc, comme c'est associé à, comme je disais, à une notion de probabilité, on arrive à le chiffrer ou à le mettre en équation. Donc, le risque, c'est la probabilité multipliée par l'étendue du dégât qu'il peut causer. Et les deux facteurs peuvent être mis sur une échelle numérique, d'où on peut le traiter d'une manière, je dirais, par des approches de calcul des données. Alors pour cela, on fait une matrice qui peut avoir comme abscisse donc, la probabilité la probabilité du risque et pour donner donc son impact. Et bien sûr, on distingue des différentes zones où le risque peut être très haut, peut être médian ou peut être assez bas. Ce qu'on définit par le risk management, donc c'est en fait tout ce qui est le risque analysis et le risque mitigation, donc c'est l'analyse des risques et les plans d'action pour essayer d'y remédier. Le risque analyse, donc c'est avoir une approche structurée pour l'identifier le plus tôt possible et évaluer son impact. Et la mitigation des risques, donc c'est définir les moyens pour diminuer son étendue, diminuer sa probabilité, etc. Et donc le rendre à un niveau beaucoup plus contrôlable et acceptable. Donc c'est un processus qui est continu. Il ne faut pas dire qu'on le fait une fois dans une installation, dans une activité et autre, et on en est fini. Donc il faudrait continuellement le mettre au point, le réviser et l'évaluer, comme on va le voir plus tard. Donc en résumé, la gestion des risques, c'est un peu identifier des risques, essayer d'éliminer en premier lieu si on peut, sinon le stopper, éviter que ça se passe. Autrement, en dernier plan, l'éviter, c'est-à-dire avoir un plan d'urgence au cas où il y a un accident qui se passe, avoir un plan d'urgence pour minimiser la suite des dégâts. Bon, c'en est une photo, je dirais un peu classique, à n'importe quel endroit, quand on rentre dans une usine ou dans un endroit de travail, on peut trouver énormément de situations à risque. Et donc, on a dit le risque, c'est déjà une situation presque pré-accident. Donc, il suffit qu'il y ait d'autres facteurs ou d'autres événements pour que l'accident arrive. Car justement, même si on place des barrières, même si on essaie de faire un petit peu le contrôle de l'activité, il peut se trouver qu'il y a une faille enfin, dans le système et une séquence, disons une série de failles dans les différents systèmes de protection qui font que l'accident arrive. Alors le meilleur moyen pour l'instant qui est en train d'être mis en place pour essayer de gérer un tel processus, on divise les accidents, les quasi-accidents, etc. en différentes catégories. Tout d'abord, au niveau bas de l'échelle, on définit ce qu'on appelle les actes dangereux, enfin les unsafe acts et situations. Donc tout ce qui est situation qui peut présenter un risque, qui peut mener à un accident, on essaie de l'identifier le plus tôt possible. Donc ensuite les accidents légers, les accidents qui sont d'une sérieuxité plus importante, puis ensuite tout ce qui est sévère ou fatalité. Et ce qu'on constate, enfin ce qui est dans toutes les industries on constate, donc pour un nombre déterminé de situations à risque, disons si on prend une échelle de 600, il peut se passer une fatalité. Et donc toute l'approche, c'est de dire pour éviter la fatalité, il faudrait agir en bas de la pyramide et essayer d'éliminer le maximum de situations à risque. Comme ça, on arrive, disons, à minimiser le taux de fatalité. Donc au niveau de cette échelle, là, on voit des réalisations, ça c'est des statistiques. Là, c'est des réalisations des gens, par exemple, qui ont pu identifier 410 situations à risque. On voit en haut qu'au point de vue sévérité et fatalité, il y a 0 occurrence. Et donc, un risque qui est identifié, on
se prend dans une méthodologie où on essaie de le réduire le plus bas possible. Donc la situation de ce qu'on appelle ALAP. Alors l'ALAP c'est as low as reasonably practical, donc c'est le plus bas aussi faible qu'il est raisonnablement possible. Et donc de la zone rouge où on est à un taux de risque élevé, on essaie de faire toutes les mesures nécessaires pour le réduire à un niveau qui est ALAP, qui est donc bas risque acceptable. Alors, différentes technologies sont utilisées, du simple, je dirais, basique pour l'opérationnel, jusqu'à les études et les approches les plus sophistiquées. Je vais les passer très rapidement en revue parce que malheureusement le temps ne permet pas de s'étaler sur ces différentes techniques, mais ça donne un petit peu juste un flash qu'est-ce qui est possible actuellement dans le monde professionnel et industriel comme approche pour gérer la sécurité. Alors le plus bas, le plus basique des actions, c'est quand on veut faire une action quelconque, il faut s'y prendre avec ce qu'on appelle le back 5 to 5, c'est-à-dire 5 par 5 étapes, qui consiste simplement, enfin un peu en résumé, à essayer de faire travailler la tête avant les mains, et donc à prendre un recul, à réfléchir bien, à imaginer, faire des scénarios, qu'est-ce qu'on va faire, à définir donc quelles sont les protections à mettre en place, donc de mettre la situation à peu près en évaluation complète avant de se lancer dans une action. Et là, malheureusement, quand on voit souvent des accidents, en très bonne partie, c'est dû à ce que les gens engagent les mains avant d'engager parfois la tête. Donc ça, c'est un petit peu les différentes approches, enfin, étapes qu'on entreprend. Bon, ensuite, comme approche un peu plus sophistiquée, donc il y a le Job Safety Analysis et le HAC, qui est le Hazard Analysis and Risk Control. Donc ça, on va s'y prendre un petit peu d'une manière plus documentée. Tout à l'heure, je parlais donc de quelque chose qui est un peu verbal, qui est en discussion avec l'équipe. Maintenant, on va donc se documenter concernant l'évaluation du risque et concernant les mesures à prendre pour le réduire. Alors, qu'est-ce qui est HAC, qu'est-ce qui est GSA? Bon, généralement, le GSA, le Job Safety Analysis, c'est pour des opérations routinières, des opérations mineures. Donc on fait une espèce d'analyse relativement simplifiée et rapide. Alors que le HAC, c'est beaucoup plus développé au point de vue méthodologie et au point de vue analyse et documentation. Ça, c'est un exemple d'un Job Safety Analysis où on fait un peu la liste des tâches, où on définit quelles sont les protections et les mesures à prendre, les contrôles à prendre avant de faire le job. Le HAC, c'est beaucoup plus, je dirais, lister l'ensemble des risques qu'on peut identifier, évaluer donc leur probabilité, leur impact, enfin, etc. Et de l'autre côté, définir des mesures de contrôle. Qu'est-ce qui peut réduire ce risque, comment l'exécuter, enfin, etc. Et donc arriver à solutionner l'ensemble des risques qu'on constate pour passer de la zone, disons, rouge ou jaune vers une zone verte où le risque est à un niveau acceptable. N'empêche, après ces analyses-là, on procède toujours à un permis de travail avant d'exécuter le travail, parce que là, par rapport à une approche qui était un petit peu théorique et préparatoire, on va se mettre à faire le travail, et donc là, il faut passer tous les contrôles et toutes les vérifications avant de donner l'autorisation de faire le travail. Ça, c'est pour faire des opérations. Maintenant, pour faire de l'engineering, il y a donc d'autres techniques qui sont le HAZIP et le HAZOP. Alors, le HAZIP, il est souvent fait à un stade tôt, disons, au début de l'engineering, pour essayer d'identifier tous les risques et essayer de les solutionner au niveau de la conception. Très souvent, une conception, enfin une installation à l'essai pour elle est passée, ça provient principalement de la conception, pas seulement du dimensionnement et de l'intégrité, etc., mais de l'opérabilité de la manière dont on peut l'exploiter en toute sécurité. Le HAZOP, il est quasiment fait un petit peu en fin d'étude où tout est à peu près défini. Et là, justement, on va se concentrer essentiellement sur l'opérabilité où on va imaginer les opérations qui sont en train de se passer. Pareil, on va identifier tous les risques, on va identifier tous les mitigation actions et on va essayer de quantifier tout ça par des facteurs. Et il y a bien sûr des ratios et autres qui font, si on peut dire que le risque est bas et acceptable, ou il est haut, il est inacceptable. Alors,
Et une des dernières, je dirais, études ou approches, c'est ce qu'on appelle le safety case, l'étude de sécurité, qui est en fait obligatoire par la loi, même dans la loi tunisienne, oblige toute installation donc, de faire une étude de sécurité. Bon, là c'est le cas d'espèce d'une installation pétrolière offshore, où il faut faire toute une série d'études. Et le safety case donc s'intéresse à l'ensemble d'une usine ou d'une installation complète. Si j'essaie de récapituler très rapidement deux mots, donc le 525 Act, ça c'est une tâche particulière. Comment dire, le JSA, le HAC, donc c'est une opération qu'on veut exécuter. Le HAZOP, c'est donc pour une installation qu'on est en train de concevoir, etc. Et le safety case, c'est l'ensemble de tout, du début du design jusqu'à la fin du champ, ou jusqu'à la fin de l'installation, où on fait toutes les études et on s'assure que tout se passe avec le minimum de risque et le minimum d'accident. Alors, donc, une fois ces ensembles de mécanismes sont peu définis, généralement, donc, chaque société, disons, qui veut prendre le HSE d'une manière professionnelle et raisonnable, donc on définit un système de gestion qui consiste donc à définir pour l'ensemble des aspects des normes, des standards, des procédures et qui vont devenir une référence. Donc on ne va pas laisser les gens un petit peu évaluer ou faire le risk assessment ou faire ceci, cela à leur gré ou à leur propre évaluation. Donc on se définit un référentiel et par rapport à ce référentiel, on essaie de se mesurer et de voir les performances et les réalisations. Et là, c'en est un exemple où, donc, pour différents domaines, pour différentes entités, enfin, etc., on essaie d'évaluer à quel niveau on se situe. Évidemment, quand on est au vert, tout va bien. Quand on est au rouge, il faudrait agir très rapidement pour essayer justement d'avoir une tendance qui réduit énormément les accidents, leur gravité, fréquence, enfin, etc. Ceci dit, il reste quand même une chose fondamentale, c'est que la sécurité quand même commence dans la tête. On peut se faire toute une réglementation, on peut se faire tout un référentiel et tout un tas de procédures et de savoir-faire, enfin et tout. Reste celui qui est réellement responsable de la sécurité, c'est l'exécutant, c'est l'opérateur à son niveau. Et donc c'est la mentalité qui règne. Un petit peu un exemple juste rapide, concret. On peut avoir un code de la route qui est parfait, des installations routières qui sont parfaites. Si les gens conduisent mal, ben, il va y avoir des accidents. Donc on définit ce qu'on appelle la safety culture, la culture sécurité, qui consiste à dire donc il faudrait travailler sur la mentalité des gens pour qu'ils y adhèrent à la sécurité et qu'ils l'appliquent correctement. Et à ce niveau-là, donc on peut trouver différentes disons, étapes ou différentes évolutions. Du stade où les gens agissent d'une manière instinctive, bon, par instinct même, on évite l'accident, on évite le risque. Au niveau où il faudrait quand même une supervision relativement musclée pour ce que les gens voient le gendarme et s'appliquent à exercer la sécurité. Un niveau qui est plus évolué où on est soi-même très conscient, très pratiquant de la sécurité. Et le niveau du top, c'est qu'on se sent soi-même responsable de la sécurité des autres. Donc on ne gère pas sa propre sécurité, mais on s'oriente vers, disons, gérer la sécurité en collectif. Donc, ça c'est un aperçu rapide. Alors il est évidemment un petit peu peut-être très incomplet sur les définitions et sur l'explication, mais ça donne, comme je disais, un flash sur un genre de pratique dans la gestion du HSE, dans le domaine pétrolier. Et donc j'espère que CIGEP dans la suite va donner quelque chose de beaucoup plus concret qui s'intéresse au contexte local. Donc je vous remercie pour votre attention.